KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. C'était son affaire, hors du domaine public. La genèse des idées et leurs valeurs sont deux. En ce qui le concernait, il acceptait le néant. Mais non pas pour ceux qui l'aimaient. Non pour cette extension de son âme qu'étaient les siens. Contre la mort déjà venue, contre une autre peut-être proche, qu'il repoussait de toute sa force, le dos contre la porte, qu'elle ouvrirait bien un jour. Aucune impassibilité n'était possible. Croyance et désir ruisselaient ensemble de son cœur. Un matin, Christine entra brusquement, les bras nus, portant devant sa robe le tablier caoutchouté des lavages. « Monsieur et Madame Desgraisses des Sablons font visite à maman. Elle est écrasée sous cet honneur. Viens lui aider. » Augustin se rappela que des bruits de sonnettes et de portes avaient, quelque temps auparavant, traversé les épreuves d'Aristote et les références de Rodier. En d'autres régions de lui-même, d'autres morceaux de banquise dégelèrent et partirent sur les eaux. La mort de son père, une sorte d'illogique rancune qui leur gardait de la coïncidence, le hasard des voyages et des absences, avait singulièrement ralenti le rythme des rencontres entre les Desgraisses et Augustin. Il n'avait fait qu'entrevoir, à de rares reprises, Madame Desgraisses des Sablons. « Oui, continuait Christine, j'ai pu fuir presque tout de suite. Bébé m'a été très utile en cette circonstance. Je crois bien que c'est la première fois de ma vie. » Elle rit et remonta un bourrelet d'étoffe sur d'assez jolis avant-bras. Dans le froid salon inutilisé dont sa mère venait d'interrompre le sommeil en ouvrant les persiennes, il l'aperçut, elle, dans son fauteuil, immobile en sa longue élégance, identique et toute nouvelle, à cause de bien des changements de détails, et aussi de ce lieu où elle ne s'était encore jamais montrée. Il la vit sereinement souriante, à quelque chose qui n'était exactement ni ce que lui disait Madame Méridier, ni ce que bourdonnait l'importante présence masculine qui l'accompagnait, ni ce qu'elle regardait d'une fixité distraite, à travers les fenêtres et au-dessus des rideaux. Cet ensemble de conversations et d'occupations, elle le trouvait peut-être juste et adapté, peut-être l'inverse. Il était d'ailleurs indifférent qu'il fût ceci ou cela. La vertu se bornait à extraire de Madame Desgraisses des Sablons un sourire de bienveillance universelle. Elle servait sans variété à toutes les circonstances diverses dont pouvait se composer au gré des jours et de son mari l'ennui le plus paisiblement accepté. Tout, indifféremment, pouvait être favorisé de ce sourire si général. Des meubles, des glaces de cheminée, la vieille figure de Madame Méridier ou ses paroles. Elle devait le mettre, comme elle eût, en d'autres circonstances, mis des chaussures de promenade, un costume de cheval ou une robe du soir. Elle ne redescendit de ces cimes lointaines, ne redevint individuellement terrestre qu'en voyant entrer Augustin. Elle lui demanda de ses nouvelles avec cette formule anglaise qui n'attend pas de réponse. « Comment allez-vous ? Et comme il y a longtemps ?» Augustin revit avec quelque chaleur dans l'admiration ce visage resté merveilleux, que tant de hauteur mêlée à son charme limitait à l'ironique détachement, sans lui laisser jamais atteindre rien qui approchât de la mélancolie. Un début de maturité s'y discernait déjà, à quelque chose de moins ferme dans la chair, un plissé commençant autour des tempes, et dans ses ondulations blondes des reflets argentés naissants, minces, linéaires, qu'elle ne dissimulait nullement et qui étaient une autre beauté. Elle lui marquait un intérêt qu'il ne voyait pas sans émotion. Il regretta de n'avoir pas à ses yeux les habitudes mondaines françaises qui lui eussent permis de lui baiser la main. Mais il fut sensible, à ce moment même, à une sorte d'influence et de volonté d'absorption émanant du fauteuil qui bornait à gauche Madame Méridier. Monsieur Desgraisses des Sablons venait de se lever. Augustin vit se tendre vers lui les coutures visibles d'un gros gant de voiture couleur tan,
pendant que voltait à ses narines un souvenir effluve de tabac en cigare, pointillé d'eau de Cologne et de cosmétiques très délicats. Il subit le choc mou d'une voix pesamment dominatrice, qui lui sembla l'imitation d'une autre voix parente, rendant celle-ci le son du maître, mais caché, sec et juste. La voix actuelle se bornait à une approximation superficielle, faite d'un matériau inférieur et moins fin. Des touches savoureusement provinciales s'y maintenaient, préservées exprès, collant sur cet ensemble de vie parisienne comme sur le miroir d'un vernis gras. Monsieur Desgresses des Sablons parlait seul dans un désert dont sa voix variée et considérable occupait provisoirement tout l'espace. Il donnait l'impression de ne pas consentir volontiers à en céder une parcelle pendant qu'il parlait. Madame Méridier avait senti pleinement et d'emblée tout le poids de cette visite. Elle introduisait dans la pièce comme des coups de vent venus de pays étrangers, apportés par Monsieur Desgresses des Salons, véhiculés par lui, devant lesquels l'atmosphère de son groupe à elle, soudain personnifiée et prenant chair, en profitait pour se retirer à reculons, toute pénétrée de respect. Au cours de cette retraite, Madame Méridier prononçait des « Oui, monsieur »,« Merci, monsieur », par lesquels elle continuait de manifester qu'elle existait, quoiqu'il n'y eût rien de quoi elle dût spécialement remercier les intentions bienveillantes marquées par cette visite, et que Monsieur Desgresses des Sablons laissait descendre sur elle par grâce pure, comme la bonté de Dieu dans le catéchisme, étant vides de contenu et valant par leur forme seule. Mais Madame Méridier, en sa simplicité, semblait les serrer contre son cœur, de peur d'en rien laisser perdre. Monsieur Desgresses des Sablons, par une certaine lenteur et hésitation de sa voix, témoignait de quelque étonnement devant tant d'humilité. Il paraissait désirer plus de relief. Peut-être pour que ses favorables dispositions en reçussent un prix accru, pareil à la pluie de Jupiter qui ne tombe que sur les hauts lieux, ou parce que les précautions que des principes collectifs de conduite lui avaient prescrites pour mettre en toutes circonstances sa caste hors d'atteinte, en devenaient inutiles et presque ridicules, ressemblaient à des efforts musculaires démentis par le vide inattendu d'un récipient qu'on croyait plein. Aussi, dès son arrivée, Augustin eut à se faire jour à travers une insistante filante, appuyée et pâteuse, dont Monsieur Desgresses des Sablons sollicitait Madame Méridier, un peu comme un chat tapote, pour la faire mouvoir une souris terrifiée. Tel un maître, entre deux mains plates, fixant sur son devoir la tête d'un élève inattentif, le sentiment des convenances tourna brusquement Augustin vers le sens clair des sons qu'émettait l'homme. Il discerna des « très heureux de », des « Madame Desgresses sera enchantée de », des « oui, oui, trop bons souvenirs », des « me rappelle trop de plaisir », et autres pareilles formules portées à la surface de la voix grasse, bénéficiant, chemin faisant, de toutes ses intentions et de toutes ses moires. Les traits, émis à bouche large, sur des « et » à l'extrême limite de l'ouverture, ces « oui-oui » prononcés « ouais-ouais », ces nasales en notes de gong sous point d'orgue, Augustin comprenait qu'ils étaient simples phénomènes de vie collective et caractéristiques de groupe, que Monsieur Desgresses des Sablons n'était pas libre de ne pas les produire, qu'il lui était aussi imposé que le parfum léger, la parenthèse parfaite des moustaches roux-gris et les gants de voiture. Augustin se demandait s'il y avait vraiment autre chose lorsqu'il découvrit la valeur des deux solennels yeux bleu froid, ouverts au centre des directions diverses d'où se dispersaient de petites rides. Derrière leurs rideaux de paupières, de l'air dont on se redresse pour déguster une liqueur, il se retournait soudain vers quelque point central d'une tête renversée contre le dossier du fauteuil. Il semblait chargé d'aller y contrôler les paroles prononcées par les lèvres,
de constater leur conformité avec certains critères généraux d'éducation et de tenue qui eussent résidé dans l'encéphale. Après quoi, ramenés de rechef sur Augustin au retour de ce voyage intérieur, sûrs d'eux-mêmes cette fois, et pleins d'une objectivité officielle, ils lui garantissaient définitivement cette conformité. En ce moment, les deux mains du maître imaginaire ayant de nouveau immobilisé l'attention d'Augustin, il s'aperçut qu'on lui suggérait de séjourner un certain temps sur des pelouses parcourues d'allées sablées, piquées de massifs fleuris, où des gens en tout semblables à M. Desgraisses des Sablons passaient des minutes fortunées. Il arrivait à Augustin de ne pouvoir se défaire de cette manière de couper son esprit en deux parts, l'une produisant des réponses à peu près exigées par les lieux et les circonstances, tandis que l'autre prenait, à regarder son interlocuteur, ce plaisir de prévision et d'accompagnement, né de l'exécution sûre et infaillible d'un système de gestes attendus, marqué même ça et là, pour plus de perfection, par l'imprévisibilité de la vie. Le caractère qui frappa ensuite Augustin, dans sa reconstitution de M. Desgraisses des Sablons, fut un net relevé d'étoffe grise sur la chaussette couleur bruyère. Après avoir épousé le relief de sa grosse cheville, elle plongeait en une chaussure jaune, conservant à travers des traces de service et de crème à chaussures l'entière précision de sa coupe première. Le tout constituait un pied qui, parce que la jambe était croisée très haut et que le propriétaire de ce pied, étalé dans le fauteuil, occupait beaucoup de place en longueur, se tendait vers Augustin comme une main. Sorti du gant de voiture à une époque qu'Augustin ne pouvait préciser, faisant parfois avec son ancienne enveloppe des gestes où l'on retrouvait, spatiales et muettes, les inflexions mêmes de la voix, la véritable main, tachetée, couverte de poils blonds, tombait mollement d'un immobile bras gauche, calquant le bras du fauteuil, et avec l'air de s'écouler. L'échange de paroles continuait entre la moitié d'Augustin, qui s'en tirait très honorablement, et M. Desgraisses des Sablons tout entier. Le sujet, après avoir passé sur des visions de château, semblait revenu au thème primitif, de plaisir actuel associé à un remémoré de plaisir ancien, perçu en la compagnie du père d'Augustin. Monsieur votre père, vraiment grand service, bien aimable de nous rendre, esprit dans des idées excellentes, perte très ressentie, vraiment, avant tous. À ce moment de la conversation, M. Desgraisses des Sablons, enfin recomposé au cours d'explorations de durées diverses, minutieuses, quoique conduites sans méthode, émergea enfin de tout le relief dont il était susceptible, et Augustin mit à lui parler une attention entière et rajeunie. C'était le moment où l'édifice impeccable et faiblement parfumé des cheveux se penchait en arrière d'un angle très petit, mais toutefois perceptible, tandis qu'un sourire non plus seulement bienveillant, mais empreint d'un sentiment d'égalité avec Augustin, et en exprimant une surprise ravie, soulevait sur des dents la lèvre supérieure et par elle, la parenthèse des poils. « Mais vous, cher monsieur, disait M. Desgraisses des Sablons, vous occupez une chaire à nos facultés. Ce serait un couronnement de carrière pour bien d'autres. C'est un début pour vous. » Et il ajoutait « Parfait, parfait. » Il prononçait « Parfait, parfait », donnant ainsi à la dernière syllabe ce ton de l'attente, cette surélévation des phrases indéterminées qui signifiait « Mais quoi donc ? Vous avez fait une dictée absolument sans faute. Que n'allez-vous accomplir maintenant ? Ou encore « Mais allez donc, rien ne saurait me surprendre de vous ?» Ou aussi qui semblait donner la voie libre à quelques jeunes athlètes de la classe des espoirs dont la performance eût été précisément suspendue par la crainte respectueuse de surprendre M. Desgraisses des Sablons. Et sur ce, tombèrent les mots pour lesquels ils étaient là. Ils tombèrent sans nulle transition, qu'un court et banal adverbe, toute transition étant pour M. Desgraisses des Sablons, un problème non de rédaction mais de convenance, et celle-ci consistant en ce que M. Desgraisses des Sablons avait déjà payé et d'avance une visite d'un quart d'heure.
Précisément, dit-il, ma nièce Préfaille, la fille de mon beau-frère, d'un ton éteint, l'officier de marine tué devant Dixmude, passe un examen fin juin ou dans les tout premiers jours de juillet. J'aurai même l'indiscrétion de la recommander à votre bienveillance. Et il termina par un large sourire sans gaieté. Mademoiselle de Préfaille passe quel examen, monsieur ? En dépit d'un « initial, le renseignement menaçait de ne pas sortir aisément de la grande bouche ouverte lorsque du fauteuil qui bornait Madame Béridier sur la droite, une réponse vint sur les ailes d'une voix curieusement maîtresse d'elle-même, assurée et charmante, qu'Augustin ne s'était jamais lassé d'entendre et d'admirer. C'est une licence S-lettres, partie philosophie, tout à fait votre spécialité, monsieur. Et le latin l'inquiète fort. Comme si l'obstruction du gosier de monsieur Desgresses des Sablons venait de céder sous un coup du bistouri, il reprit avec vélocité, juste à la fin de l'explication technique. Oui, cette petite s'est passionnée pour ça. Oh, elle a tout de même eu la bonne idée de ne pas nous en occuper trop. La saison mondaine ne l'intéressait pas. Enfin, ce sont les nouveaux goûts, ajouta-t-il, tourné vers Madame Méridier, comme en un regret confidentiel qu'elle se trouvait sans doute plus particulièrement adaptée à comprendre. L'air du salon avait changé. Essentiellement composé jusqu'alors des effluves issus de monsieur Desgresses des Sablons, fait d'un rare mélange individuel, avec valeur de groupe, de ses tournures de phrases, de sa voix, de son cosmétique et du soleil de ses pelouses, il admit des souvenirs d'un temps plus ancien, où celle qui s'était passionnée pour ça n'était encore qu'une enfant aux profonds yeux purs. Ceux de monsieur Desgresses des Sablons, paterne, attendri, condescendant, allait et venait d'Augustin à sa mère. Le geste qui accompagnait « passionné pour ça » signifiait « il faut savoir céder aux enfants ». Dans le morceau sur la saison mondaine et les goûts nouveaux, qu'il paraissait se plaindre et s'excuser à la fois de ne pas avoir, il semblait qu'une similitude d'âge et de cœur réunie dans le groupe des goûts anciens de monsieur Desgresses des Sablons et madame Méridier, regardant avec de bénévolents hochements de tête le groupe des goûts nouveaux personnifié par Augustin et mademoiselle de Préfaille. « Madame, dit Augustin, laissant décidément tomber son époux, voulez-vous me permettre une question ? Où et sur quel programme mademoiselle de Préfaille s'est-elle préparée et où passe-t-elle ? Mais à Lyon, elle s'est préparée très simplement. De novembre à janvier, où nous sommes à Lyon, elle allait aux facultés catholiques qui sont à 10 minutes d'automobile. Vous l'avez dit, monsieur Desgresses, très souvent accompagné. Jamais vous n'avez convenu que c'était 20 minutes au moins. Augustin comprit qu'il devait aimer les rectifications dures et faciles et faire montre de précision à peu de frais. Le même ressentiment de la remarque leur vint à tous deux, son interlocutrice et lui. Le temps, dit Augustin, a ses raisons morales de s'étirer, de se contracter. Les chronomètres n'en rendent pas compte. En hiver, dit madame Desgresses des Sablons, d'une lente voix ininsistante, le froid le contracte certainement. En revanche, madame, de mars à juin, vous avez dû noter des dimensions inverses à vos voyages aux facultés. Et je vous dirai que je n'en saurai jamais rien, parce que nous sommes alors à Paris, où notre installation est près de celle de mon beau-frère. C'est à partir d'elle que, pendant l'été, j'aurais dû compter le temps. De brèves petites notes de son léger rire de cristal tintèrent dans l'air du salon, puis elle continua. À Paris, ma nièce a travaillé avec monseigneur Herzog, le professeur de l'Institut catholique. Est-ce que vous le connaissez ? Il doit avoir plus de 70 ans. Il était l'abbé Herzog et aumônier de notre lycée lorsque je l'ai connu. Il a été gravement malade. Je l'ai beaucoup aimé. Comme ce souvenir trop personnel a amené un temps de silence, il ajouta « Il a dû être un excellent professeur pour mademoiselle de Préfaille. » Puis revenant au vieil aumônier, doux, ascétique,
presque immatériel. « C'est bien lui », dit Madame Desgraisses des Sablons. Sensible aux valeurs morales comme à une forme supérieure du décor de la vie, elle continua. « Il est tout à fait exquis. » Puis, se souvenant soudain, « Qui donc nous a dit qu'il se présentait à une académie ?»« Il joue fort aux échecs, » dit M. Desgraisses des Sablons en parfaite innocence, sans se rendre compte que sa phrase se liait malgré lui à la précédente. Mais cette juxtaposition fit rire Madame Desgraisses des Sablons. « Non, » protesta tout à coup la clairvoyance tardive de son époux, tandis que son sourire bourbonien s'attribuait ainsi la paternité d'un mot qu'il n'avait pas voulu. Ce sens est fort loin de ma pensée. Mais il avait conscience qu'il venait de s'exprimer, comme toujours, avec un bonheur spontané, et il montrait qu'il ne considérait pas comme impossible une familiarité avec les questions d'élection à l'Institut, lorsque quelques circonstances de religion ou de société les haussaient à un degré de visibilité suffisant. « Monsieur, » fit Madame Desgraisses des Sablons, « voulez-vous me laisser espérer que vous serez assez aimable pour nous amener au Sablon, Madame votre mère et votre sœur, pour une après-midi ou pour un déjeuner cet été, où nous y serons souvent ?» L'acuité d'Augustin, cependant fort grande, fut insuffisante à lui permettre de lire en Madame Desgraisses des Sablons. L'évident intérêt qu'elle lui portait ne s'étendait qu'avec difficulté à sa mère et à sa sœur, quoiqu'elle fût préparée au sacrifice de les recevoir. Mais elle vit qu'elle ne courait aucun risque. Madame Méridier et même Christine, qui eussent malaisément éludé le déjeuner, s'il s'était présenté daté, précis, net de tout contexte, absorbable et glissant comme une pilule, susceptible seulement d'un oui ou d'un non, que leur timidité rendait, pour des raisons différentes, presque également impossible, reculerait devant une invitation dont elle devait elle-même fixer la date, et qu'un artifice de rédaction mondaine associé à une après-midi entière, indéterminable et déclassée. Et en effet, Augustin répondit pour elle. « Je suis très touché, madame, mais ma mère ne sort guère depuis longtemps. Ma sœur est très prise par son petit garçon. J'ai moi-même bien peu de temps. » La dernière affirmation était d'une exactitude morale qui lui serrait le cœur, à cause de sa crainte d'être pris au mot. Au reste, toute cette bruissante broussaille d'excuses fut balayée par un geste aimable et souverain, présentant à la consommation d'Augustin un gâteau fait de sincérité et de simulation pétris ensemble et indiscernables. Il m'eût été agréable d'avoir ces deux dames une après-midi, et bien facile de les faire prendre, je vous assure. Madame Desgraisses des Sablons comptait qu'Augustin ne scrutait pas de trop près ses conditionnels passés. Mais vous, monsieur, dont tout le temps ne se passe dans les livres, nous en avons au Sablon toute une bibliothèque. Vous viendrez les lire sous des ombrages que nous trouvons le moyen de conserver à peu près verts. Grâce à l'heure d'été, nous dînons en des soirs ravissants. Vous vous laisserez tenter, et je vous serai d'autant plus reconnaissante que vous tarderez moins. Elle se leva d'un grand mouvement harmonieux, dont Augustin subit la complexe grâce, ainsi que jadis, mais dans l'ancien trouble. La souple et comme inconsistante étoffe de sa jaquette gris-fer, ayant épousé austèrement les formes de son buste, se permettait sur l'évasement des hanches deux plis d'une lassitude savante, ajustée et longue. Enfin, toute avance faite, tout sourire achevé, et toute chose réglée, revenant désormais pour tout le monde au sentiment tranquille de sa situation sociale et de sa très vaste fortune, la grande dame rendit à son visage son expression et sa position naturelle, qui était redressée, avec une certaine nuance permanente d'ironie, dans la certitude de soi, la hauteur et la beauté. Cependant, M. Desgraisses des Sablons, ayant supplié Madame Méridier de ne pas prendre la peine de l'accompagner, s'était, avec une lenteur pompeuse, incliné au niveau de ses mains. Ils descendirent tous les trois le large et doux escalier de province. Comme Madame Desgraisses des Sablons paraissait s'attarder auprès d'Augustin, son époux prit le parti de marcher le premier en profil perdu. Il les devança à la porte. Là, il partagea ses regards entre les deux causeurs qui s'éternisaient et un grand cheval bai brun, dont un cocher à livrée grise contenait le piaffe ennui.
Pour certains courts trajets autour des Sablons, il avait le caprice de conserver l'usage de la voiture à cheval, car il conduisait bien. Il captait des bribes de conversation. Les projets de M. Desgraisses le retiendront sans doute ici de juin à novembre. Et aussi, juin est le plus beau moment des prairies, et nous avons bien de la chance de vous y rencontrer. Augustin donnait des éclaircissements. Mes derniers cours finissent au début de juin. Les premiers examens commencent dès la fin de ce mois. Tout l'intervalle, je le passe ici. La conversation paraissait finie, rebondit. « Il faut bien du talent, dit-elle, pour écrire sur Oxford un livre qui ne le défigure pas. Ce peuple est le seul qui sache encore bâtir en gothique. Peut-être vous rappelez-vous, madame, le dessin du beffroi que Baudelaire destinait à Christ Church. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.